Et voilà, on y est, en plein dedans. On vous l'avait pourtant dit et vous ne vouliez pas le croire. Une catastrophe parmi toutes celles dont on vous parle constamment vous est tombée dessus. Courez, pauvres mortels, courez. Et assurez-vous de trouver le meilleur abri possible qui pourrait bien vous sauver la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Bâtiments en ruine, tranchées et autres lieux que l'on croit à tort abandonnés. Depuis que l'homme est homme, il n'a eu cesse de chercher des endroits où il pourrait être en sécurité lors de catastrophes majeures. Le XXe siècle a conduit à l'âge nucléaire et les décennies suivantes à toute une série de joyeusetés créées par l'homme dans le but de se détruire lui-même. Mais lorsqu'arrivent des accidents ou que les menaces sont bien réelles, que peut faire l'homme pour se protéger? Quelle solution s'offre à lui? Tous les hommes ne seront hélas pas égaux devant une attaque nucléaire ou bactériologique. Générique. Catastrophes naturelles, guerres, effondrement de la société, attentats terroristes, les occasions pouvant menacer dangereusement nos vies ne manquent jamais. Le sujet est vaste et le problème avec la fin du monde, c'est qu'elle peut prendre de multiples formes. Être prêt pour toutes peut demander un travail colossal. Parmi les apocalypses les plus probables et en se basant sur du bon sens, certaines solutions s'offrent à nous naturellement. En cas d'invasion de zombies, une grande ferme perdue dans la campagne est la meilleure alternative pour survivre. Les grandes villes sont les pires endroits possibles et c'est là que vous avez le moins de chances de survivre. Optez plutôt pour une maison de campagne ou un chalet perdu dans la montagne. Il vous sera plus facile de trouver de la nourriture et de l'eau sur le long terme et vous y croiserez beaucoup moins de gens. Évitez également d'opter pour le bateau, surtout si vous ne savez pas naviguer. C'est un coup à se perdre au milieu de l'Atlantique et à mourir de soif au milieu de toute cette eau. Désolé. Indispensable, le guide de survie en territoire zombie de Max Brooks sera votre meilleur allié dans cette épreuve. Je vous ai mis le lien pour l'acquérir dans la description. Plus sérieusement, tout le monde s'accorde sur plusieurs points. En cas d'attaque par les extraterrestres, n'importe quel refuge en périphérie d'une grande ville fera l'affaire. Les aliens qui envahissent la Terre cibleront d'abord les grandes villes, du moins en théorie. Si vous parvenez à échapper à l'attaque initiale, il vous faudra trouver refuge hors de la ville, sauf qu'il s'agira ici de ne pas trop vous éloigner de façon à apprendre à connaître votre ennemi. Tentez une maison en périphérie d'une grande ville, cachez-vous et stockez nourriture, médicaments, eau potable et étudiez les envahisseurs patiemment. Aussi dramatique que cela puisse paraître, pour les pros de la survie, les tremblements de terre aussi gros soient-ils ne constituent pas la menace la plus difficile à gérer. L'important est d'avoir tout prévu, connaître les gestes de survie basiques comme se laisser tomber au sol, se planquer sous une table, se protéger la nuque, etc. Éloignez-vous également des immeubles et des lignes à haute tension si vous êtes dehors. Paniquez le moins possible. Méfiez-vous des rumeurs et privilégiez les sources d'informations fiables. Dernier point, réfugiez-vous en hauteur. Vous ne vous trouverez ainsi pas coincé sous des tonnes de gravats provenant de votre propre immeuble. En cas d'éruption volcanique, de chute d'astéroïdes ou d'apocalypse nucléaire, la solution commune à toutes ces catastrophes est de trouver refuge dans un bunker plus ou moins enterré. Comme on peut le constater sur la carte des risques nucléaires en France, la menace est bel et bien présente. En France, dans l'éventualité d'une attaque terroriste sur nos centrales nucléaires, d'une guerre, d'un séisme comme celui du Japon ou d'un dysfonctionnement sur l'un de nos réacteurs nucléaires, les effets de l'explosion seraient dévastateurs et pour s'en protéger, il faudrait disposer d'un abri anti-atomique ou d'un bunker anti-nucléaire. Ce type de construction parasismique très résistante, équipée pour faire face à une explosion nucléaire, n'est pas très répandue sur notre territoire. À peine 600 abris anti-nucléaires militaires sont répertoriés et 300 abris privés. À l'échelle mondiale, ces structures de protection nucléaire sont beaucoup plus développées dans certains pays et comme souvent, la France fait figure de mauvais élève. Dans le monde, 442 réacteurs nucléaires civils sont en activité, dont 58 en France, répartis dans 19 centrales nucléaires. Cependant, le pourcentage d'abris antinucléaires en fonction de la population est quasiment proche de zéro. Ce n'est pas le cas par exemple en Israël, où le nombre d'abris anti-atomiques peut abriter en théorie 100% de la population. Cette proportion est de 70% pour la Chine, de même que pour la Suède et la Russie. Elle est de 50% pour les États-Unis et de 40% pour la
la Norvège et l'Allemagne. Récemment, le gouvernement russe s'est lancé dans la construction de 5000 abris anti-atomiques afin de pouvoir accueillir toute la population de Moscou en cas d'attaque nucléaire ou de grosses catastrophes atomiques. Mais la grande gagnante en termes de protection nucléaire est la Suisse. J'écarte volontiers ici le marché des bunkers aux États-Unis qui propose de protéger les plus aisés à hauteur de 50 000 $ pour un adulte et pour une durée de 1 an. Et oui, tout se paye au pays de l'oncle Sam, même la survie. Tout se joue donc dans les premières minutes. D'abord, au moment de la catastrophe, un champignon apparaîtra au-dessus du lieu où la bombe a explosé. Il ne faut surtout pas regarder ce champignon car la lumière est si intense qu'il est possible de devenir aveugle de façon temporaire ou permanente, juste en posant ses yeux dessus. Fuyez ensuite dans la direction opposée à l'explosion et de préférence dans la direction opposée au vent puisque le nuage et les particules radioactives se déplaceront dans la direction du vent dans les jours qui suivent l'explosion. Le nuage de radiation restera au-dessus de la région touchée et se déplacera au bout d'une semaine sur une distance d'environ 25 à 30 km. En cas d'attaque ou d'accident nucléaire imminent, trouvez refuge au plus vite. Pour cela, suivez certaines règles de base et évitez les structures fragiles. Si votre maison est en bois ou en briques, tentez de trouver la structure en béton la plus proche. Ce sont les bâtiments qui résisteront le mieux au souffle de l'explosion. Sachez surtout qu'il faut éviter de vous abriter au dernier étage ou au rez-de-chaussée. L'endroit idéal se situe plutôt au sous-sol s'il y en a un, ou au niveau de la salle la plus centrale du bâtiment. Si vous ne trouvez aucun refuge, cherchez un abri naturel. Tentez de creuser le sol au maximum à l'endroit où vous êtes et si vous le pouvez, abritez-vous-y face contre terre en tentant de cacher votre peau. Avec des rafales pouvant aller jusqu'à 960 km/h et une chaleur si intense que vous encourez des brûlures de 3e degré, même à une distance de plus de 8 km, tout est bon pour obtenir un peu plus de protection. Une fois dans votre abri, renforcez les murs avec tout ce que vous trouvez, qu'il s'agisse de terre, de bois ou de pierre. Tout est bon pour ralentir l'avancée des radiations, notamment les rayons gamma particulièrement rapides et puissants qui peuvent traverser le métal. Enfin, ne sortez de cet abri sous aucun prétexte pendant au moins 10 jours. Cela correspond à la durée de vie de l'iode radioactif, produit de la fission nucléaire qui peut être mortelle pour l'homme. Pour vous faire une idée, les radiations traversent aisément le bois ou le ciment, mais ont beaucoup plus de difficultés à traverser des matériaux comme le métal ou le béton. Dans l'urgence, le maître mot est donc la préparation. Y avoir déjà réfléchi un minimum peut considérablement augmenter vos chances de survie. Parmi les refuges de fortune possibles et dans le désordre, pensez donc aux égouts. Sous la surface de la Terre, vous aurez plus de chances de vous en sortir. Les égouts ne sont pas l'endroit idéal pour votre odorat, mais au moins vous aurez de quoi manger avec les rats. Peu appétissant, je vous le concède, mais cela reste de la viande et permet de tenir quelques temps. Ne comptez pas trop dessus, mais l'Elysée pourrait vous accueillir. Le président de la République dispose d'un abri de 250 mètres carrés situé sous le palais de l'Elysée. Si notre très cher Manu daigne se préoccuper plus que davantage de son peuple, il vous laissera peut-être partager son abri. Si le président ne souhaite pas partager et que vous vous trouvez dans la capitale, vous pouvez toujours vous rabattre sur les catacombes. Rester sous terre devrait pouvoir vous sauver si vous parvenez bien sûr à en trouver l'entrée. Toujours à Paris, vous pouvez vous rendre à la Maison de la Radio. Lors de la construction des locaux de Radio France en pleine guerre froide, l'architecture a été pensée pour construire 14 abris anti-atomiques. Toujours existants, ils sont accessibles par des galeries situées sous le bâtiment et sous les égouts. Dans le nord de la France et en Lorraine, vous pourrez trouver refuge dans les mines abandonnées. Si certaines sont aujourd'hui condamnées, d'autres pourront vous permettre de survivre. Si le temps vous le permet enfin, ou si par chance vous êtes un frontalier, je vous conseille très fortement de vous rendre en Suisse. La loi y oblige les habitants à disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation et atteignable dans un délai raisonnable. Lors de la construction de maisons d'habitation ou d'hôpitaux, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et par la suite les entretenir. Pour les 7,5 millions de Suisses, il y aurait 8,5 millions de places disponibles. N'hésitez donc pas à demander s'il reste de la place pour votre petite famille. Côté post-apocalyptique, quelques règles simples sont à retenir. La disparition quasi totale de l'iode radioactif se fait au bout de 90 jours. Cependant, ne pensez pas non plus être à l'abri puisque des traces de césium ou de strontium peuvent demeurer dans l'air pendant des décennies. Si vous quittez votre abri, soyez donc sûr que c'est pour vous éloigner au maximum de la zone dangereuse. Débarrassez-vous également des vêtements exposés à chaque fois que vous entrerez dans un abri. Prenez de longues douches et coupez les arrivées de gaz et d'eau. Pour ce qui est de l'eau ou des aliments exposés à l'air, n'en consommez plus puisqu'ils seront certainement contaminés. Ne vous fiez donc qu'à vos réserves que vous prendrez soin de rationner afin de tenir le plus longtemps possible. Une fois l'abri trouvé, ne sortez pas trop tôt, ne tentez pas de rejoindre vos proches dans les premiers jours et ne saturez pas les lignes téléphoniques. S'il est vrai qu'il est indispensable dans ces conditions de savoir comment se portent les personnes qu'on aime, la gestion des lignes téléphoniques et radio est souvent un casse-tête pour les autorités après une catastrophe. Les
secours en ont particulièrement besoin pour se coordonner. Sachez que la majorité des bâtiments publics ou privés, qu'il s'agisse des mairies ou des écoles, disposent de protocoles à suivre dans ces situations. Par conséquent, si vous connaissez des personnes qui se trouvaient près de ces lieux, ces derniers seront certainement à l'abri. Portez un maximum de couches de vêtements qui vous protégeront des éventuelles radiations. N'hésitez pas à miser sur des gros pulls, des vestes à manches longues, des capuches, des lunettes de protection et si possible de vrais masques. La mode n'est plus vraiment un enjeu dans ces circonstances. À l'arrivée des secours, il vous sera sûrement distribué des comprimés d'iode qui aident le corps à ne plus capter ou fixer l'iode radioactif sur la thyroïde. Il s'agit donc d'un traitement indispensable en cas d'exposition à l'air. L'État distribue déjà ces comprimés par précaution aux personnes habitant à moins de 10 km d'une centrale nucléaire. Pensez à aller les chercher. Une fois les secours sur les lieux, que ce soit peu après ou plusieurs jours après la catastrophe, suivez les consignes de sécurité mises en place. La région touchée mettra de nombreuses années pour se remettre d'une telle catastrophe, mais cela arrivera malgré tout. En effet, si l'on prend l'exemple du Japon touché dans son histoire par la catastrophe d'Hiroshima ou de Nagasaki, et plus récemment de l'accident nucléaire qui a eu lieu à Fukushima, les zones touchées se remettent toujours de ces événements. Si la région de Fukushima n'est pas encore vivable, les villes touchées par les bombes atomiques lors de la Seconde Guerre mondiale se sont remises de la catastrophe. Les projets de reconstruction ont été longs, mais aujourd'hui la vie a repris son cours. Si peu de malformations ou de troubles génétiques existent chez les descendants des victimes, de nombreux survivants aux bombes ont souffert de cancer, de leucémie ou de stérilité dans les décennies qui ont suivi l'explosion. Et si les secours ne viennent pas, nous entrons ici dans une catégorie assez peu joyeuse. Que faire si les secours ne viennent pas? Au bout de plusieurs semaines à l'abri, si vous n'avez pas encore eu de retour de la part des secours, il y a de fortes chances pour qu'ils ne viennent pas. Il vous faudra donc prendre les choses en main. Si ce n'est pas déjà le cas, trouver un abri riche en ressources restera toujours la priorité. Qu'il s'agisse d'un vrai abri anti-atomique, d'une mine ou encore d'un sous-sol réellement coupé de l'extérieur, tout est bon à prendre, à la condition bien sûr que votre abri soit viable et qu'il y ait suffisamment d'eau et de nourriture pour vous et les personnes qui vous accompagnent. Sur le long terme, un déplacement plus grand est à prévoir. La région touchée par une telle catastrophe restera dangereuse pendant plusieurs décennies, mais rien ne vous empêche de vous déplacer plus loin, surtout une fois qu'une certaine stabilité sera revenue. Pour finir, enfin, voici quelques chiffres à retenir sur les quantités de nourriture et d'eau nécessaires à votre survie. Préparez des réserves pour au moins 90 jours. Faites le plein de denrées non périssables qui peuvent se conserver plusieurs années, qu'elles soient en stock ou servent à vous nourrir suite à une attaque. Choisissez des articles riches en glucides comme du riz blanc, du blé, des haricots ou du sucre. Gardez-les dans un lieu frais et sec et assurez-vous d'avoir un ouvre-boîte pour les articles en conserve. Essayez d'avoir 4 litres d'eau par personne et par jour. Approvisionnez-vous en fourniture médicale, matériel de communication, de bricolage et de survie. Être capable de rester informé tout comme informer autrui de votre position peut s'avérer être extrêmement précieux. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à partager et liker. On se revoit le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Ciao!